Oui, bonjour. Donc, Pierre s'excuse beaucoup, mais une fracture de la jambe l'empêche d'être avec nous aujourd'hui. Donc, je vais essayer de faire sa communication à sa place. C'est pointeur. D'accord. Donc, cette communication porte sur une approche multiméthode sur des sites du Paléolithique et du Pléistocène moyen d'Italie. Une approche multiméthode qui est en fait plutôt une approche de calibration des méthodes ESR et ESR uranium-thorium en comparaison avec de l'argon-argon. Alors, l'Italie, c'est vraiment une zone idéale pour faire ce type d'approche pour le Pléistocène moyen parce que c'est une zone qui a livré de très nombreux restes archéologiques et paléontologiques notamment, avec une biostratigraphie qui est très très bien établie. C'est une zone qui recèle de nombreux volcans actifs pendant cette période qui ont déposé un certain nombre de téphras un petit peu partout autour, et notamment dans des bassins tectoniques dans lesquels on a une sédimentation plus ou moins continue pendant cette période du Pléistocène moyen et des enregistrements paléo-environnementaux, et dans lequel, quand on a beaucoup de chance, sont également enregistrés des niveaux archéologiques. Donc c'est un endroit qui nous a semblé parfait pour faire cette approche multiméthode et pour essayer de comparer les résultats que l'on obtient par des méthodes paléodosimétriques et par des méthodes radioisotopiques. Alors, à la base, ce qui était intéressant, c'est qu'on pouvait travailler sur des sites qui correspondaient à des volcans différents. Et donc on a travaillé sur des sites de la région romaine proche du mont Sabatini, sur des sites de la vallée latine proche des Colle Albani et des Monte Anici, sur des sites de Molise ou des Abruzzes qui étaient affectés soit par les volcans de la région latine, soit par les volcans comme le Rocca-Monfina, et sur des sites plus au sud du Basilicate, proche du Vulturé. Donc ça nous a nécessité quand même au préalable d'avoir une chronologie établie par argon-argon. Et ça, c'était le travail de thèse d'Alison Pereira, qui a soutenu en octobre dernier et qui a daté par argon-argon avec Sébastien Nomade 15 gisements archéologiques, une cinquantaine de niveaux géologiques différents et plus de 700 minéraux. Et ceci grâce à l'aide de nombreux collègues italiens et français, archéologues, géologues, paléontologues, qui nous ont autorisés à accéder à ces gisements et à faire des échantillons, en sachant que, bien évidemment, on utilise des méthodes destructives. Donc là, je vous ai listé simplement les collègues qui correspondent au site dont je vais parler aujourd'hui. Il y en a plein d'autres qui ont été sollicités. Le cadre établi par Alison est un cadre qui nous fixe la chronologie de ces séquences archéologiques et surtout qui ne se limite pas à la datation simple des niveaux volcaniques primaires, mais on a essayé aussi de dater des niveaux fluviatiles remaniant des dépôts archéologiques et des dépôts volcaniques et qui permettent d'avoir un âge maximum, on va dire, pour ce niveau géologique. Donc par exemple ici, vous ne voyez pas bien, mais en italique sont indiqués tous les sites correspondant à des dépôts volcaniques remaniés. Cette chronologie nous a permis, en parallèle, de faire un certain nombre d'échantillonnages ESR et ESR uranium-thorium, c'est-à-dire des dents et des sédiments, de façon à pouvoir faire une comparaison directe entre argon-argon et ces données ESR et ESR uranium-thorium. Très rapidement, l'ESR et l'ESR UTH sont des méthodes paléodosimétriques, c'est-à-dire qu'on considère que l'échantillon est un dosimètre qui a enregistré la dose totale de radiation reçue au cours de son histoire. Donc, globalement, on va déterminer deux paramètres, cette dose totale de rayonnement reçu, qu'on détermine par une méthode classique multi-aliquote dite de l'addition, un petit peu comme ce qu'on a vu pour la luminescence les jours précédents, et la dose annuelle reçue par l'échantillon au cours d'une année, qui nous permet de calculer l'âge et qui peut être impacté par des phénomènes d'incorporation d'uranium dans les dents, par exemple. Donc ça, c'est une technique qui nous permet de comparer pratiquement de façon indépendante quartz, qui n'est pas impacté par cette variation de dose annuelle, et dents qui l'est. Donc, l'intérêt, c'est que ces méthodes paléodosimétriques sont des méthodes qui sont systématiquement utilisées pour les sites du Pléistocène moyen en zone non volcanique, mais sans vraie
comparaison, son vraie intercalibration avec des méthodes chronologiques, avec ce problème d'incorporation d'uranium qui nécessite une modélisation mathématique, et pour les quartz, avec un problème qui est lié à un blanchiment optique des sédiments avant le dépôt, blanchiment qui peut varier selon le signal utilisé. Et ici, vous avez deux signaux d'indiquer, l'aluminium qui ne blanchit pas totalement et qui nécessite de déterminer un taux de blanchiment, et le titane qui, lui, blanchit totalement. Donc, les résultats. Alors, en ce qui concerne le quartz et donc les centres aluminium et titane, voici les résultats obtenus sur les sites sur lesquels on a pu trouver du quartz, parce que malheureusement, le quartz n'est pas obligatoirement présent dans les séquences géologiques italiennes. Globalement, on était assez content de ces résultats parce qu'on a un relativement bon accord entre les données aluminium et titane sur la plupart des échantillons et les âges argon d'autre part. Alors vous voyez que les erreurs de Gilles, finalement, elles n'étaient pas si mauvaises que ça, parce que nous, on a des grosses erreurs, parce que le problème des méthodes paléodosimétriques, c'est qu'il y a beaucoup de paramètres et qu'à la fin, on a des grandes erreurs. Mais bon, on était relativement contents. Il n'y a qu'un seul niveau qui a montré que l'échantillon n'était probablement pas blanchi et correspondait à un remaniement qui n'avait pas pu remettre à zéro le signal. Mais pour le reste, on a globalement un âge qui est proche de l'âge attendu, de l'âge argon-argon attendu. Pour les dents, on a fait quand même pas mal d'échantillons. C'est un petit peu plus compliqué, mais globalement, ce que l'on peut voir, c'est que pour les sites plus récents que 450 000 ans, on a globalement un assez bon accord avec les âges argon-argon. Par contre, pour les sites plus anciens, on n'a pas du tout d'accord et on a soit une sous-estimation relativement sévère, soit quelque chose qui n'est absolument pas reproductible. Donc on a essayé de comprendre ce qui se passait, et d'abord on a fait des diagrammes de probabilité pour regarder si cette sous-estimation était systématique et comment elle se positionnait. Donc ce qu'on a pu voir, c'est qu'on avait des populations de résultats au niveau des dents qui pouvaient varier singulièrement sur les sites et qui étaient quand même globalement toujours sous-estimées par rapport à l'âge argon-argon de la séquence qui est ici en jaune. Donc vous voyez que même pour les sites les plus récents, on est plutôt à gauche de cette barre jaune, et pour les sites anciens, on s'en éloigne de plus en plus. Par contre, ce qu'on a essayé de faire, c'est de regarder si cette sous-estimation était liée à une mauvaise estimation de la dose annuelle. Et pour cela, on a fait des isochrones. Donc des isochrones en ESR, c'est vraiment une comparaison entre la dose totale accumulée liée à l'incorporation d'uranium et la dose externe. Et ces isochrones ont donné des résultats assez intéressants, puisque pour la plupart des gisements, les trois premiers, y compris Isernia qui était vraiment sous-estimé en âge ESR UTH, on a l'âge quasiment du niveau volcanique. Donc ces isochrones montrent que la reconstitution dosimétrique, elle n'est pas si mauvaise que ça. Par contre, pour Venosa, ça ne marche toujours pas et on a des problèmes qui correspondent probablement à autre chose. Donc, la reconstruction dosimétrique semble correcte sur ce type d'échantillon. Donc c'est autre chose qui explique cette sous-estimation des âges. Et il est probable que ça soit lié à la détermination de la dose équivalente. Et là, on repart sur des problèmes qui avaient été soulevés par Renaud Johannes Boyau et Rainer Grün ces dernières années, sur le fait que le signal ESR qu'on utilise pour la datation est un signal composite avec des centres à durée et à stabilité géologique différentes qui impactent obligatoirement sur la valeur de la dose équivalente que l'on détermine. Et là, ça veut dire qu'il va falloir travailler sur ces signaux pour pouvoir conclure. Je conclue. Donc voici en résumé les résultats obtenus en comparaison avec donc, les âges, les stratigraphies chronologiques établies par l'argon-argon en bleu, avec les niveaux, les âges précis des niveaux échantillonnés en rouge pour les dents, en bleu pour le quartz, les résultats ESR sur dents en blanc, plus les isochrones en vert ici, et les âges quartz en noir ici. Donc on est relativement satisfait par ces résultats, puisque en fait,
On voit qu'on a un assez bon accord entre les âges quartz et les âges attendus pour les différents sites. On voit qu'on a un assez bon accord des âges ESR-UTH avec les âges attendus pour les dents jusqu'à 450 000 ans, avec un bon accord pour les âges isochrones jusqu'à Isernia, donc jusqu'à environ 600 000 ans, ce qui valide la reconstruction paléodosimétrique. Par contre, on a une sévère sous-estimation des âges directs pour les sites qui ont plus de 450 000 ans. Et cette sous-estimation donc semble être liée au signal ESR composite. Donc ce que l'on va faire maintenant, c'est tenter d'étendre cette comparaison sur des sites à la fois plus récents et plus anciens. Mais ce n'est pas évident à trouver. Donc pour l'instant, on est en négociation avec des collègues italiens pour travailler sur la plaine pontine, qui permet de comparer du Pléistocène moyen récent, stade 9, jusque pratiquement au Pléistocène supérieur. Donc ça, pour les sites les plus récents, ça va être possible. Par contre, pour les sites les plus anciens, on n'a pas encore trouvé de façon systématique. Peut-être le bassin de Frosinone, la partie nord, nous permettra d'aller jusqu'à 800 000 ans, mais on est en cours de recherche. Pour les quartz, ce que ça montre, c'est qu'il faut systématiser l'approche multicentre dont va vous parler Mathieu juste après. Et pour les dents, il va falloir essayer de travailler sur ce problème de signal et de séparation, de distinction des différents centres carbonatés qui constituent ce signal, de façon à obtenir des paléodoses qui correspondent à ce que l'on cherche, c'est-à-dire la paléodose la plus stable du signal ESR. Voilà, merci beaucoup. Merci Jean-Jacques. Des questions ? Jean-Jacques, le rajeunissement dans les dents, dans le SR sur dents, est-ce qu'il ne pourrait pas être lié à la dose annuelle du fait qu'on a des intercalations de TEFRA qui peuvent, avec le temps, modifier l'environnement radiologique de l'échantillon? C'est bien sûr une possibilité. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, c'est très bien parce qu'on peut avoir vraiment une chronologie indépendante pour comparer les résultats, mais le problème des zones volcaniques, c'est que ce sont des zones riches en uranium, et donc on a des incorporations d'uranium monstrueuses dans les tissus dentaires. On va jusqu'à 1000 ppm dans certaines dentines de Venosa. Et ça, il est clair que ça a un impact sur le signal. C'est d'ailleurs pour ça, je pense qu'on a des résultats qui sont un petit peu différents de ceux que l'on a obtenus sur les sites, par exemple du nord de l'Europe ou de zones carbonatées du sud de la France et d'Espagne, qui permettent de montrer que la méthode ESR-UTH peut aller jusqu'à 800 ou 1 million d'années. Ça dépend beaucoup de la dose annuelle et de la valeur de cette dose annuelle. Donc c'est clair que ça peut être un rôle. Ce que l'on a pu voir sur Isernia notamment, c'est qu'à Isernia, il est probable que l'âge ESR-UTH que l'on obtient aux alentours de 400 000 ans, qui est systématique pour toutes les dents, est lié non pas à la datation du niveau archéologique, ce qu'on cherche, mais plutôt à la datation de l'ouverture de la vallée actuelle du Volturno, puisque la fin du dépôt Fluviolacus qui précède s'arrête aux alentours du stade 12, et qu'après le stade 12, il y a une énorme incision qui se met en place et qui a sans doute entraîné des circulations d'eau importantes, et ce que l'on date, c'est ça. Donc voilà, le problème, c'est quand on fait des méthodes paléodosimétriques, les signaux peuvent être effectivement masqués par d'autres événements, et c'est probablement ce qui se passe à Venosa aussi. Merci. Une dernière question très courte. Très courte. Très courte. Très courte, Pierre. Oui, pour revenir à l'incorporation de l'uranium, parce que tous les modèles assument plus ou moins une incorporation continue, même s'il peut avoir différentes formes. Or, très probablement, c'est purement des spikes qui sont liés aux phases potentielles de circulation, donc elles sont rythmées, entre guillemets, par la cyclicité glaciaire, interglaciaire, des choses comme ça. Quoi, à ma compréhension, oui, c'est probable. Et alors, est-ce que vous avez essayé des modèles comme ça, là, qui font des incorporations, entre guillemets, par, on va dire, 20 000 ans pendant le stade 5, et puis plus rien après, des choses comme ça? Ouais, on a essayé ça sur Isernia aussi, pendant la thèse de Qingfeng Xiao. En fait, on a même essayé de regarder s'il y avait un stade isotopique, par exemple, qui avait entraîné une incorporation plus importante que dans d'autres. Et en fait, là, on est contraint aussi par les données UTH directes sur les tissus dentaires,
qui nous donne certaines indications sur, par exemple, la quantité de thorium qui est rentrée dans l'échantillon ou qui s'est formée dans l'échantillon. Et ce que l'on avait conclu avec Qingfeng, c'est que la majeure partie de l'uranium que l'on mesurait en uranium-thorium dans ces tissus dentaires était rentrée entre le stade 7 et l'Holocène, et qu'il y en avait eu très peu qui étaient rentrés dans la partie ancienne de l'enregistrement. Mais bon, ça, c'est très difficile de modéliser ça, et puis surtout, ça augmente encore plus les erreurs. Donc, ça fait des choses qui sont très difficiles à interpréter après d'un point de vue géol. Merci.